philosophie pas. Prenons maintenant possession des ondes. Alors, bienvenue à Zone Insolite. La réalité est ailleurs avec Denis Guy et Pascal Bourbonnais. Bonjour Pascal, ça va? Ça va super bien, toi? Yes, ça n'arrête pas de bien aller. Alors, bienvenue aussi à nos auditeurs à cette émission de Zone Insolite. Comme vous pouvez le constater, à chaque semaine, on a des invités puis des animateurs qui se relaient un après les autres parce qu'en réalité, on est une communauté d'animateurs qui va venir faire une émission. On a à peu près, à toutes les semaines, on a environ 4 à 5 personnes qui vont venir, chacun leur tour, faire l'émission. Alors, bienvenue à nos chers auditeurs et j'espère que vous allez apprécier cette émission. Alors, t'as passé de belles vacances, toi, Pascal? Ben moi, mes vacances, en fait, ils commencent. Ils commencent? Ben oui, ils commencent parce que moi, mes enfants étaient à la maison depuis le mois de mars. Donc là, ils ont commencé l'école. Donc pour moi, les vacances commencent comme ça. Ah, ouais. Bon, il y en a des chanceux. C'est des vacances plus longues que les... Ah, moi, j'en ai... Oui. Peut-être jusqu'en juin. Oh, wow. Alors, bien, on va débuter notre émission avec... qu'est-ce qu'on a comme menu? Aujourd'hui, nous avons 2 sujets principaux. Les êtres extratemporels et la deuxième histoire, ça va être avec le lien avec l'histoire de Jules Verne. Oh, ça va être intéressant. Jules Verne. Alors, ça serait quoi, là? Jules Verne, je connais les livres de Jules Verne. Oui, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu, les livres? Ah ben oui, il y a 20 000 lieues sous les mers, il y a le tour du monde en 80 jours, il y a l'île mystérieuse, la Terre, de la Terre à la Lune. Puis, je pense qu'il y a aussi 5 semaines en ballon, mais il y en a un qu'on n'a pas parlé encore. Mm-hmm. Qu'on n'a pas vu se réaliser. Parce que Jules Verne, c'était un petit peu comme un visionnaire. Tu sais, il a prévu des choses qui se faisaient, mais qui n'étaient pas de son époque. Tu sais, en 1800, les débuts des années 1800, là, tu sais, il n'y avait pas ces inventions-là encore. Il n'y avait pas de sous-marin, il n'y avait pas de ballon, il n'y avait pas de fusée, il n'y avait pas rien de ça. Mais voyage au centre de la Terre. Mais oui. Puis justement... Ça n'a pas été réalisé encore. Oui. Ben oui, puis non. Je pense qu'en réalité, ça a été réalisé. Sauf que on n'en parle pas dans les médias, on s'entend. Là. C'est plusieurs personnes, je pense, qui l'ont réalisé. Ils l'ont vécu, en fait. Mais aujourd'hui, justement, il y en a un invité qui va venir nous en parler. Oh, OK. Ça va être en deuxième partie de l'émission. Oui, c'est ça. Fait que gardez la ligne, gardez votre radio ouverte. On va justement parler de ça en deuxième partie de l'émission. Je pense que ça va être fort intéressant. Oui. Alors, on va passer à notre invité aujourd'hui, notre première invitée. Puis je pense que c'est là qu'on va parler un petit peu des êtres extratemporels. Alors, je vais vous lire un petit peu l'histoire de notre invité, parce que je pense qu'elle a fait pas mal de choses, puis on fait juste la décrire un peu, mais vous allez voir. Je vous lis ça. Vers l'âge de 8 ans, elle a rencontré Maharishi Mahesh Yogi, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, pour être initiée à la méditation transcendantale au lac Beauport, dans la région de Québec. Québec, Canada, bien sûr, parce qu'on a des gens de la Belgique, de la France et un petit peu partout, Maroc et tout. Alors, comme enfant, elle a pratiqué la méditation transcendantale jusqu'à l'âge adulte. Ce n'est que plus tard qu'elle a pu constater la richesse de l'unique expérience qu'elle a vécue pendant sa scolarité doctorale portant sur la conscience dans une perspective de recherche de l'application des lois de la physique quantique.
Elle s'est posé la question, quels sont les effets de la pensée sur la matière? Très intéressant. Après 5 années, elle a pris une année sabbatique qui l'a amenée à bâtir des ateliers basés sur les plus récentes études entourant le Mind-Body, Cosmos. Alors, Aquarelle Science est née en 2017 grâce à une exploration personnelle d'ateliers en art-thérapie. Experte en vulgarisation scientifique, elle a vulgarisé ses propres recherches afin de rendre accessible aux profanes et mettre en lien avec l'art, comme l'aquarelle, comme outil d'expression de sa photo intérieure. Experte en vulgarisation scientifique, elle a vulgarisé ses propres recherches afin de rendre accessible aux profanes et les mettre en lien avec l'art comme l'aquarelle, comme outil d'expression de sa photo intérieure qu'est la conscience en action. Alors, depuis cette expérience de l'art et de la science grandit en tant que communauté quantique, un lieu d'échange ouvert et un espace de pratique sécuritaire pour apprendre et explorer les nouveaux savoirs du champ de recherche post-matérialiste. Alors, je vous présente mon invitée, Roxane Goodzeit-Godbout. Elle est PhD, fondatrice Aquarelle Science, Centre d'éducation à la conscience quantique. Alors, bonjour Roxane, comment vas-tu? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci de cette belle présentation. Oh, hey, je pense que ça fait juste gratter, d'après ce que j'ai pu voir, je fais juste égratigner la surface parce que tu as fait pas mal plus que ça. J'ai vu que tu avais des expériences, je te vois partout sur Internet, c'est fou. Oh non, pas vrai. C'est fou, c'est fou. Il y a tellement de choses que tu as fait. Là, au cours de ma vie, tu veux dire? On dirait quasiment que tu as 100 ans, là. Je sais pas. Je pense que j'étais sur un temps accéléré. Oui, ben c'est fou, là. Tu as touché vraiment à tout. Tu as même été dans la politique. Oui. C'est incroyable. Oui, moi aussi, je trouve ça incroyable. Quand les gens me demandent quelle est ton expérience, j'ai comme, c'est vrai, plusieurs sections de vie accumulées, parce qu'il faut comprendre que j'ai commencé mes études qui étaient beaucoup plus orientées en communication, relations publiques, et ça m'a amené à faire la maîtrise en communication avec les médias, justement, les médias de masse. Alors, je m'étais posé à ce moment-là la question, quels sont les effets d'un message? Quel est l'impact d'un message sur une population? Puis ça m'a motivé à tous les matins pendant au moins 25 ans à me lever et à connaître juste la réponse à cette question-là. Faut être un petit peu fou là, et passionné, mais c'était la première partie de ma vie. Et puis la deuxième partie de ma vie, ça a été la question, quels sont les effets de la pensée sur la matière? Et donc là, ça a été le grand tournant. Mais fondamentalement, je m'intéresse aux effets. OK. Oui. Puis la science, la science quantique et tout, alors tu étais vulgarisatrice là, dans ce domaine-là? Oui, en fait, c'est que toujours dans la première portion de ma vie, j'ai développé une expertise de vulgarisatrice scientifique parce que d'expérience en expérience, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais vulgarisatrice scientifique. C'était pas quelque chose que je voulais nécessairement faire ou qui était ciblé à vouloir vivre cette expérience-là, c'est plutôt la vie qui m'a amené d'une expérience à une autre au plan professionnel. Parce que, par exemple, l'expérience la plus grande qui m'a formée, c'est celle d'être attachée de presse au gouvernement du Québec et faire les débats à l'Assemblée nationale. Donc, ça a été à apprendre c'est quoi les guerres de tranchées et l'opinion publique et de finalement toujours répondre à cette question, quel est l'impact d'un message sur une population? Wow. Ouais. Et qu'est-ce qui a été pour toi les êtres extratemporels? C'est quoi ça, ces êtres extratemporels? En fait, avant de répondre à cette question, c'est qui, c'est quoi, qui, quand, quoi ou comment, là, finalement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le sujet là, d'aujourd'hui. Il faut comprendre que dans mon expérience, à moi, en tant que chercheur, là, j'étais passée du côté doctoral, des études doctorales en intervention éducative. Et en fait, c'est qu'il y a eu un avant et un après de la début de la scolarité doctorale. C'est-à-dire que
on se couche le soir, puis on se lève le lendemain. Hein? Bon, pour moi, c'est le avant et le après. Entre ces deux segments-là de temps, avant et après, je me suis couché le soir, j'étais comme vous et moi, normal, soi-disant normal, dans 3D. Oui. Et puis le lendemain, quand je me suis réveillée, ben, j'avais la technologie qui s'est déployée, ouverte, là, comme une switch à on dans l'ADN. Et ça m'a vraiment créé une désorientation très forte interne. Et je suis passée par ce qu'on appelle aussi la dissonance cognitive. Et étant très désorientée, j'ai vraiment voulu savoir qu'est-ce qui m'arrivait, quel était ce phénomène, d'où il venait. Et donc, c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai démarré les études de la conscience et des lois de la physique quantique pour comprendre mon phénomène. Okay. Quand tu parles je peux te tutoyer, bien c'est sûr, correct? Oui, j'espère. Oui. Quand tu me parles de résonance cognitive, c'est ça que vous m'avez dit? Okay. Dissonance. Oui, dissonance, OK. Tu parles de quoi exactement? Ben, en fait, c'est quand on vit dans un système tel qu'on le système qu'on connaît aujourd'hui, la 3D, on l'appelle la 3D. On est plus dans un système mécaniste du fonctionnement du corps et de la pensée. Donc, on est plus dans une zone limitée par rapport à notre système de croyances et nos capacités versus notre potentiel humain qu'on peut développer dans notre instrument humain. Alors, quand on est dans ce système-là puis qu'on fonctionne depuis sa naissance, du jour au lendemain, quand on passe du avant et du après, le après crée vraiment une grande dissonance cognitive parce que on accède à des dimensions qu'on appelle en fait, c'est la conscience élargie qui se manifeste et puisqu'il n'y a pas de système de référence à l'expérienceur dans un premier temps, quand ça lui arrive, ça crée un chamboulement. Okay, ouais. Puis il n'y a plus rien qui fonctionne avec le système de référence de croyance de ce système-ci 3D. Ouais. Ta vie a complètement basculé. Complètement basculé, oui. Du jour au lendemain. Donc, c'est ce qui fait que j'ai cherché à comprendre le phénomène. Étant chercheur moi-même et m'intéressant aux effets, j'ai décidé de consacrer les 5 années qui ont suivi à quels sont les effets de la pensée sur la matière. Et puis, il y avait seulement l'objet de la conscience qui pouvait m'aider à comprendre à travers la lunette à lire là, de lecture de ce phénomène-là, les lois de la physique quantique. Donc, heureusement, je suis vulgarisatrice scientifique parce que c'est un sujet sur lequel, en fait, on peut se perdre très facilement. Puis, ça peut paraître très, très compliqué aussi à y accéder et lire probablement trop de livres et puis se perdre dans les variantes des sujets des livres avec les auteurs. Donc, évidemment, je le résume, tout est déjà prêt à être reçu comme information, mais de façon beaucoup plus légère, mais très efficace. OK. Ouais. Super, écoute, moi ça m'impressionne énormément. Le PhD, c'est dans quel domaine? En fait, il faut bien comprendre que la scolarité doctorale, elle a été faite en intervention éducative, mais parce que justement, tantôt dans ma présentation, Denis, t'as lu un mot important, c'est j'ai appliqué la production du savoir de la connaissance, il y a 2 champs possibles, OK? Le premier est la philosophie matérialiste, c'est-à-dire que toutes les institutions et les universités telles que l'on connaît aujourd'hui utilisent cette lunette-là de la réalité 3D, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc, à ce moment-là, ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que on fonctionne seulement à valoriser un système de croyances qui permet, en fait, l'instrument humain de s'expérimenter seulement à travers l'objectivité. Et donc, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin, surtout. Hein? Et ça crée un système très, très réduit de l'instrument humain quand on rentre ces systèmes de croyances-là en cet humain-là, parce que, et même quand il sort légèrement de sa zone de confort, qui devient une zone de confort avec les années, c'est normal, parce qu'on n'a pas été exposé à autre chose, ben ça peut créer des peurs chez certaines personnes et toutes sortes de comportements émotionnels et psychologiques. Ça dépend chaque personne qui désire s'ouvrir à des multimondes ou des façons de voir différentes, de s'expérimenter. Et donc, la philosophie matérialiste, elle est vraiment celle qui dit qu'il y a un début, il y a une fin. On fonctionne seulement sur des bases de crédibilité, de validation, des critères de validation scientifique, seulement à partir de l'objectivité. Donc, le mouvement post-matérialiste, quand on fait une production du savoir de la connaissance sur une recherche X, elle tient en compte, en fait, ce mouvement-là tient en compte la subjectivité, les émotions et l'expérience.
Et ici, dans ce cas-ci, dans cette lunette de la nouvelle réalité ou la réalité augmentée, hein, on s'aperçoit que vraiment, il y a un début, mais il n'y a jamais de fin. Donc, on est vraiment dans un plein potentiel humain et ça peut nous amener justement à parler de qui sont ces gens, comment tu les as appelés là, tantôt? Les êtres extratemporels. Les êtres extratemporels, oui. Parce que tout est interconnecté, tout est interrelié. Donc, quel est le lien entre ces êtres extratemporels et notre instrument humain aujourd'hui et mon expérience? Ben, si on part de la nouvelle lunette post-matérialiste, du savoir et de la connaissance et de notre expérience, donc on devient des expérienceurs de cette nouvelle réalité en justement comprenant que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Et c'est pas seulement une belle phrase poétique. Nous sommes faits de poussière d'étoiles et c'est ni le début d'un poème, bien que ça peut l'être, c'est très joli. Mais techniquement, au plan scientifique, on est fait vraiment de poussière d'étoiles, c'est-à-dire tous les éléments de la table des éléments en chimie correspond à un pourcentage X, Y, Z dans notre corps. Comme on a de l'or dans notre corps à 0,0 mg d'or. C'est simplement un exemple, mais il y a à peu près tous les éléments là, du zinc, il y a du magnésium, etc., etc. Et donc, ces éléments-là, on les retrouve dans le ciel, la nébuleuse, dans les nébuleuses, dans les étoiles. C'est la formation de l'univers. C'est les ingrédients. Comme on fait une recette de gâteau, alors il faut connaître les ingrédients. Alors ici, dans l'histoire de l'humanité, on a oublié de dire quels étaient nos ingrédients de base. Parce que dans la philosophie, n'oubliez pas, matérialiste, de l'approche de la réalité, on a vu plutôt le corps comme étant un objet mécaniste. Alors, on fonctionne sur la mécanique. Bon, c'est facile comme exemple. En médecine, on a investigué le corps humain de façon toute séparée, donc de façon mécaniste en Occident, mais en Orient, on n'a pas cessé de croire que tout était interconnecté. Alors, c'est des cultures qui, justement, appliquent des lunettes post-matérialistes ou matérialistes selon, justement, la culture dans laquelle on se trouve et qu'on grandit. Ouais. D'accord. Oui. L'expérience que tu as... je peux te tutoyer. Oui. L'expérience que tu as vécue, c'est quoi exactement? Tu t'es couché le lendemain? Oui. C'est quoi exactement? Ben en fait, c'est justement... Puis merci de poser la question parce que pour faire le lien avec les poussières d'étoiles et ces êtres intemporels, c'est ça? Oui. Parce que je les appelle autrement, là, c'était pour ça. Ces êtres-là... c'est extratemporels. Extratemporels, oui. Il me semblait que je faisais un petit mot qui manquait. Et c'est justement cette interconnexion-là avec nos poussières d'étoiles. Donc, si les gens cherchent le lien est directement connecté ici pour une représentation là, visuelle. Comment ça s'est passé? Ben, c'est que en fait, j'ai demandé à un moment donné à l'univers, là, j'étais dans un grand tournant de ma vie et comme on a tous à peu près passé plusieurs tournants aussi de notre vie, mais il y a des moments qui ça tourne un peu plus fort, là, des 180 degrés, un peu plus raide. Et puis, je m'étais dit, hey, écoute, je venais juste de quitter Montréal et puis je m'étais installée pour ma scolarité doctorale à North Ackley. Et donc, je m'étais rendu compte que après être retournée à la maison, parce que pour moi, j'habite plutôt l'Estrie maintenant, puis j'ai quand même passé 22 ans à Montréal. J'étais très heureuse de retourner à la maison, dans mon patelin. Et surtout avec ma fille, je voulais lui faire connaître la campagne et tout, donc sortir du système de la ville en tant que tel. Et je m'étais dit, dans les semaines du début de la scolarité doctorale, écoute, je commençais à sentir que je répétais les mêmes mouvements, les mêmes petites cases. C'était trop prévisible. Il y avait plus de... C'est comme si j'aurais pu... c'est comme si c'était seulement le décor qui changeait, la nature, mais finalement, j'étais toujours dans un rythme prévisible. Donc, et puis ça a commencé à m'ennuyer joyeusement. Et surtout que la scolarité doctorale, ça demande aussi beaucoup de créativité, puis beaucoup de curiosité. Et on est hyper stimulé quand on rentre dans ce type là, de scolarité là, des études supérieures. Et donc, j'avais dit à l'univers, écoute, moi, je trouve ça vraiment plate. Si je suis venue faire la même chose en Estrie que ce que j'aurais pu faire à Montréal, je vois pas pourquoi j'ai déménagé maintenant.
Je comprends pas, là. Je suis pas venu ici pour faire le singe, qu'est-ce que j'ai singé là-bas, puis pas sentir une réelle différence à part qu'un décor qui change autour de moi, ce qui est quand même exceptionnel. Mais c'était pas assez. Et puis, parce que étant moi-même une grande curieuse de nature, j'ai lancé ça comme ça. Et d'ailleurs, je me questionnais beaucoup et c'est sorti d'une insatisfaction et d'un écart entre une attente puis ce que j'étais en train de répéter à vivre dans les cases de la 3D finalement. Et là, il s'est passé un phénomène, justement, où il y a eu un avant, un après. Je me couche, puis un matin, je me lève, puis ma vie a basculé avec le phénomène qui est arrivé. Ouais. C'est quoi le phénomène? C'est que j'ai commencé à m'étendre. Je me suis... Après, c'était un après-midi, après le dîner, j'ai fait une petite sieste, et puis... en faisant la sieste, on ferme les yeux, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il y a une série de pixels qui ont commencé à s'organiser en ayant les yeux fermés. Donc, des images pixelisées. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, là. Pardon. Puis, encore moins que c'était pas quelque chose que je savais qu'il existait. C'était pas à ma portée. J'avais pas encore... je démarrais ma première semaine, je crois, de scolarité là, doctorale. Donc, en plus, oui, mon Dieu. Il y avait pas de... On était encore, en tant qu'étudiant, à chercher son objet d'étude, à chercher la manière... On était dans la phase exploratoire. Et puis, j'ai commencé à avoir des pixels qui s'organisaient. Et j'ai été très, très saisie du phénomène parce que je me suis dit, OK, garde les yeux fermés parce que je veux voir qu'est-ce qui va s'organiser comme image finale. Tu sais, c'est comme un casse-tête, tu sais. Tu mets tout, ça s'organise. Et puis, à un moment donné, je vois carrément une... C'est pas juste une image, c'est que la scène, l'image se met à bouger. Il y a une animation, comme à la télévision. Wow. Et là, je vois un gardien qui arrive en Jeep, qui ouvre le derrière du Jeep puis qui donne à manger. Il avait l'air d'être dans un parc en Afrique, à donner à manger à des lions. Et là, je vois l'image, mais qui s'anime. Au début, elle s'est placée, puis là, le mouvement d'animation est parti. Puis là, j'ai réalisé que où je mettais mon attention, l'image continuait. Si je tournais plus à gauche, elle tournait plus à gauche. Je tournais à droite, elle tournait plus à droite. Mais j'étais tellement... c'est un nouveau système de navigation. Premièrement, j'avais même pas ces termes-là que j'ai aujourd'hui pour l'expliquer. Donc, j'ai été absolument saisie du phénomène, surtout que j'avais aucun système de référence pour m'expliquer qu'est-ce qui venait juste de se passer en plein jour, les yeux fermés. Est-ce qu'on peut penser qu'on était avec les yeux de quelqu'un d'autre, qu'on regardait au travers des yeux de quelqu'un d'autre? Oui, c'est comme une caméra. C'est comme une caméra, mais est-ce qu'on peut penser qu'on était comme dans la tête de quelqu'un d'autre où lui voit quelque chose puis on est à sa place? On peut le voir comme ça aussi. Okay. Oui. Ou comme un film que tu es en train de regarder. Tu es en train de regarder un film. C'est ça. Ou tout simplement sa conscience qui s'est déplacée, qui était là. Mais pourquoi là, on ne sait pas? Non, je ne sais pas, mais c'était sa conscience. C'était ma conscience dans ce cas-ci. Puis je ne savais pas que la conscience avait autant d'impact puis des effets aussi concrets en termes holographiques. Alors, c'est une vision holographique. Ça peut être comparé à quand on va chez IMAX 3D, on met des lunettes, on est très saisi de la force des images et de leur réalité holographique. C'est la même chose ici. Okay. C'est pas un flat screen. C'est vraiment... En 3D. Oui, puis même plus que ça. Oui, puis souvent aussi en couleur. Okay. Oui. J'imagine que on voit en couleur. Pas toujours. Non, pas toujours. Ça va dépendre aussi de l'espace, à savoir s'il y a des éruptions solaires. Dans ce temps-là, les hologrammes sont plus difficilement rejoignables parce qu'on change de vibration. Les photons rentrent sur la Terre, puis ça crée plutôt des nuages photoniques qui s'agitent. Puis dans ce temps-là, je sais qu'il y a une éruption solaire. Ça va se placer dans les jours, le lendemain ou les jours qui suivent, dépendamment ce que nos satellites disent. Mais j'ai pas besoin de satellite, je le sais juste en fermant les yeux. Parce que dans le fond, c'est les 3 yeux qui sont ouverts aussi. Il faut comprendre que c'est le 3e œil, donc la glande pinéale, qui, elle fonctionne avec un système de navigation très simple. C'est de l'eau et du cristal.
Dans notre corps aussi, on a du cristal, en plus d'avoir de l'or. Donc, quand ces éléments-là sont activés, donc tantôt quand je disais, c'est les éléments qu'on retrouve codifiés dans notre ADN. Et donc, ça fait partie, tout est un système d'information. Tout est système d'information. Nassim Haramein en parle. Nassim... Bon, on nous avertit justement qu'on arrive à la fin de notre première section. Oui. Et nous devons laisser la place à nos commanditaires. OK. Alors, je te demande d'être sur pause pour que nos invités puissent, nos auditeurs puissent écouter la suite, parce que je pense que là, il s'en vient la partie vraiment intéressante. Merci, alors, Denis. À tantôt. Restez en lien avec nous, puis on vous revient tout de suite après la pause. Bonjour, chers auditeurs. On était, pour ceux qui viennent de nous joindre, avec notre amie Roxane Godbout. Et on a commencé à parler de notre sujet, des êtres extratemporels, mais on a parlé plus de ton expérience, puis là on a fini, on était pour mettre Nassim Haramein là-dedans. Oui. Je vais te laisser continuer, je ne sais pas si tu peux reprendre, là, on avait pressé sur pause, comme on dit, puis, avec l'annonce. Et... On parle d'une autre réalité, finalement, avec tout ça. Là. On parle d'expériences qui sont loin d'être des expériences communes. Les gens ne vivent pas tous des effets holographiques ou des visions holographiques et tout. Là. Absolument, oui. Alors, comment est venu ces êtres extratemporels? Parce que je les appelais comme ça, parce que en fouillant un petit peu, là, j'ai vu que c'était comme nous, du futur, qui est, je dis nous, c'est-à-dire nos descendants du futur qui reviennent dans le passé, puis qui... Oui, alors je peux éclairer là, ce segment-là. Justement, on doit se poser beaucoup de questions. Qui sont ces êtres extratemporels? Alors moi, j'aime bien tout ce qui est bien concret. Hein. Alors, en tant que chercheur, là, faut que les effets de la pensée sur la matière ou l'histoire ou où on va chercher l'information. Alors, elle est très, très intéressante dans ce cadre-ci parce que c'était dans les années 70 dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Il y a eu, au tout début, des randonneurs qui ont découvert une entrée au pied d'une montagne. Et puis, ils ont, en fait, de fil en aiguille, ils ont découvert une entrée, mais elle a été bloquée. Pour faire une histoire courte, là, ils ont envoyé la NSA, National Security Agency, donc vraiment l'équivalent de la CIA, là, je veux dire, aux États-Unis, qui est un secteur gouvernemental où est-ce qu'on traite vraiment des informations ultra secrètes, donc non accès au public. Et c'est un laboratoire où est-ce qu'ils sont des chercheurs venant de tout horizon, donc multidisciplinaires, et on les a dépêchés sur les lieux pour valider, vérifier un phénomène que des randonneurs avaient signalé. Pour faire encore une histoire très, très rapide, le site a été fermé au public pendant à peu près 20-21 ans. Wow. Ouais. Et à un moment donné, il y a eu une deuxième chute d'une entrée, donc un éboulement quelconque. Et il y a eu un passage qui s'est ouvert. Et à partir de là, il y a un des chercheurs qui était sur place qui a trouvé un disque optique. Et ce disque optique-là a été identifié, donc amené en laboratoire pour, pendant qu'on continuait à faire des fouilles sur le terrain, pour justement voir de quoi il s'agissait, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut déchiffrer ce disque optique-là? Si oui, de quelle façon? Ça prenait vraiment des chercheurs ultra avancés, avec de la technologie qui n'était pas non plus accessible au public. Et à partir de ce moment-là, l'équipe sur le terrain ont continué des fouilles et à un moment donné, sont arrivés au bout de ce tunnel, l'excavation. Ils se sont aperçus que c'était une grotte qui a été construite de façon artificielle. Ils sont arrivés sur des escaliers en colimaçon. Puis bien avant de se rendre jusque-là, ils se sont aperçus que le disque optique était en résonance avec la pensée des personnes qui étaient là.
Donc, ils communiquaient déjà l'information. Donc, oui, c'est ça, la conscience, elle s'exprimait à travers un niveau de conscience très élevé, s'exprimait à travers le disque optique, arrivait en synchronicité avec la pensée des humains qui étaient sur place. Et donc, ils ont pu trouver le chemin et l'entrée à partir de ce moment-là. Donc, c'était carrément de la télépathie. Et donc, en arrivant sur place, ils se sont aperçus qu'ils étaient vraiment à l'aube d'une découverte incroyable scientifique. C'est-à-dire qu'ils ont découvert 23 chambres. Des chambres qui sont des cavités. Là, tu rentres chacune des petites chambres, mais la particularité, c'est qu'il y avait des artefacts dans chacune des chambres. Et surtout, il y avait des peintures. Et chacune des peintures représentait, après coup, ce qu'on s'est rendu compte, avait des codes et en les regardant, elles arrivaient à communiquer de façon télépathique avec l'humain, le chercheur qui se présentait là sur place. Oui. Alors eux, ils s'appellent les Wingmakers. Alors, les Wingmakers, après avoir décrypté, déchiffré et avec beaucoup de peine, ils sont quand même arrivés. Ils sont arrivés à comprendre qu'ils ont laissé, dans ce disque optique-là, ils ont laissé un échantillon, un pro-forma, en anglais un template, carrément, de qu'est-ce que va être l'instrument humain et ses capacités dans 850 ans. Donc, on les appelle les humains du futur et ils ont dévoilé la technologie par laquelle moi, j'ai eu un avant et j'ai eu un après. Ça s'appelle la technologie Olin. Et l'ADN s'ouvre et donc, on devient des voyageurs espace-temps. Par la vision holographique. Et donc, la technologie Olin, ça c'est l'acronyme, c'est en anglais, ça s'appelle le One Language Intelligence Network. Alors, il fonctionne, en fait, cette technologie-là est très, très importante parce que tout est information, tout fonctionne à partir du champ informationnel, dont la théorie de Nassim Haramein, qui dit que, en fait, tout est information. Et donc, notre glande pinéale, tantôt que je parlais avec le cristal et l'eau, fonctionne avec la résonance de la Terre et du cosmos. Et donc, on est vraiment bien ancré ici quand on marche, mais on fonctionne par résonance. Notamment, il y a la résonance de Schumann, qu'on connaît, qui notre cœur et tout notre corps est synchronisé avec cette résonance-là. Et cette résonance-là transporte de l'information. Et tout est information, tout est codé, tout est mathématique, tout fonctionne en symétrie dans l'univers. Alors, et même ici. Il y a beaucoup d'informations qui passent. Là, ces temps-ci, là, la résonance de Schumann fait beaucoup d'amplitude. Elle augmente aussi. J'ai entendu parler qu'elle augmentait. Oui. Il y a vraiment beaucoup d'amplitude. On sort de nos zones de confort parce qu'on est en train de rentrer dans une zone avec notre vaisseau planète Terre dans une autre zone galactique avec beaucoup moins de densité. Donc, tout l'instrument humain est en train de se modifier, de transmuter en ce moment. Et la conscience aussi. La conscience élargie. Donc, on a accès à des informations qu'on n'avait pas accès auparavant, grâce notamment à notre glande pinéale, qui est vraiment l'antenne. On devient des antennes où est-ce qu'on reçoit l'information, on est des émetteurs, on est des récepteurs. Et là, c'est toute une autre façon de fonctionner avec notre instrument humain. On sort vraiment de la vision mécaniste, on sort de l'objectivité seulement, il y a un début, il y a une fin. On est vraiment on met de l'avant les émotions, l'expérience, et il y a un début, mais il n'y a jamais de fin. Donc, on rentre carrément maintenant dans l'ère de notre pleine potentialité. C'est vraiment bien parce que ça va faire expliquer aux gens, dans le fond, pourquoi il y a autant de gens qui commencent à avoir qui disent des dons, ou moi, j'aime pas le mot don, là, mais c'est ça. Moi, j'appelle ça des technologies. C'est ça. Mais c'est de plus en plus de gens qui se réveillent à ça. Là, oui, et c'est très désorientant. C'est ça, oui. Ça crée des dissonances cognitives que j'ai eues. J'ai mis à peu près 8 ans à essayer de comprendre. J'arrive ici, là, c'est facile pour moi, mais ça n'a pas été facile à essayer de comprendre. Beaucoup de recherches que tu as faites. Beaucoup de recherches, puis aussi, moi-même, étant mon propre laboratoire, je me suis rendu compte que j'avais aucun système de référence. Quand tu rentres dans une graine d'arbre, est-ce que tu le sais que tu es dans une graine d'arbre? Non. Est-ce que j'ai déjà eu un système de référence? Qu'est-ce que c'est une graine d'arbre? Mais pas du tout. Est-ce que quand tu rentres dans une nébuleuse, est-ce que tu sais que tu es dans une nébuleuse? Mais pas vraiment. Est-ce qu'on m'a déjà éduqué? Est-ce qu'on m'a déjà dit que ces choses-là étaient possibles? Non. Alors, comment... Il y a tout un système de croyances qui est en train de s'écrouler en ce moment. Puis ça peut créer beaucoup de détresse psychologique, beaucoup de malaise, de l'anxiété, du stress, etc. Parce que il y a
il n'y a pas eu d'enseignement. Ça a été caché à l'humanité. Qui nous sommes au plan atomique? Ben, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Alors, c'est pour ça qu'on est tous interconnectés. C'est le champ de l'information qui fait un retour maintenant à nous. Mais si on n'est pas préparé, comme j'ai pas été vraiment préparé, ça peut être vécu sous forme de choc. Alors, ceux et celles qui nous écoutent, puis que ça vous arrive, vous êtes dans les débuts, des premiers balbutiements, mais ne paniquez pas. C'est le fun, là. Il y a quelqu'un comme moi qui peut... j'étais juste un petit peu plus en avance que les autres, mais ce que j'ai, c'est tout le monde là. C'est juste que si ça m'est arrivé avant, je crois que j'avais la mission de venir l'expliquer, hein, pour accélérer le système, justement, de l'implantation de la technologie Olin. Alors, la technologie aussi Olin est basée sur 2 systèmes qui complémentent ce que je disais de tout à l'heure, c'est-à-dire que ils expliquent que le nouveau modèle, c'est un modèle de transmutation, de transformation. C'est-à-dire que l'individu, premièrement, il prend contact avec son identité atomique, chose qui n'a pas été enseignée dans notre système matérialiste, hein, philosophie matérialiste, production de savoir de la connaissance, qui nous sommes, mais tous les systèmes de croyance. Donc, cette transformation-là, elle n'est pas mentale, elle est atomique. Encore beaucoup plus désorientant parce que on joue vraiment avec le champ électromagnétique de soi et son interconnexion avec l'univers, le grand tout. Et ça fonctionne juste par résonance. Alors là, quand on commence à ouvrir cet ADN-là qui s'active dû à tout ce qui se passe présentement, en fait, ils appellent ça le modèle de la source intelligence et c'est vraiment le modèle de l'éveil où est-ce que l'humain devient souverain. Parce que tantôt, je vous ai dit que l'information, c'est une en fait, des prémices fondamentales de ce système-là. Donc, c'était pour intégrer ce système de navigation holographique, ça passe par l'information. Et l'information, c'est celle qui vient de l'interne de l'individu et non pas de l'externe, comme dans nos structures sociales actuelles. Ce qui fait que l'ancien modèle fait en sorte que l'instrument humain, l'individu, a été conditionné à recevoir des informations soi-disant valides et crédibles sur un système qui provient de l'extérieur et non pas de lui. Donc, il y a un début, il y a une fin. Donc, l'individu n'a pas accès au deuxième système qui est celui-là qui se passe, c'est-à-dire l'accès à sa souveraineté. Parce que les informations proviennent de lui en tant qu'expérienceur et à ce moment-là, on a changé complètement sa façon de voir la réalité, de lire la réalité. Même quand tu es ici dans la 3D, tu peux quand même être un voyageur espace-temps, mais d'expliquer ces phénomènes, il y a toute une graduation de l'implantation de la technologie Olin et savoir aussi comment s'en servir. Il y a toute une éducation importante à faire autour de ça. Ouais. Oui. OK. Là, ça commence à faire beaucoup. Hein? On s'entend que là, on voit que si on se réfère à soi-même, toutes les choses qu'on entend de l'extérieur, c'est ainsi on est bombardé de toutes sortes d'affaires. Oui. Ça veut dire que là, on fait une vérification interne de tout ce que c'est qu'on voit. Puis des fois, on s'aperçoit peut-être que ça colle pas tout à fait avec... Non, malheureusement, c'est quand je disais tantôt, c'est une phase excessivement désorientante. Elle n'est pas facile parce qu'on se rend compte que cette réalité, cette construction de la réalité qui nous a été présentée, dans laquelle on fonctionne, puis il y a des systèmes qui fonctionnent bien là quand même aussi, c'est un système de densité plus faible résonance, à plus grande densité, plus basse résonance. Et maintenant, vu qu'on augmente les résonances, l'univers augmente toutes les résonances, le soleil, il n'arrête pas de produire plein de photons. On fonctionne avec le soleil, les photons, c'est la lumière c'est de l'information. Tu sais, quand on entend les gens dire « on est la lumière et l'information », oui, mais encore. Tu sais, j'aime ça, là, mais moi, je veux savoir pourquoi, comment ça fonctionne, pourquoi je suis lumière et information. Je produis des photons. Ah oui, explique-moi pourquoi je produis des photons et comment. Ça s'appelle des biophotons. Alors, au plan neurobiologique, tu produis des photons. Alors, aïe, mais je savais pas que je produisais des photons. Oui, tu peux même faire des sauts quantiques. Ah bon? Comment ça fonctionne, un saut quantique dans mon instrument humain? Alors, et tout ce système d'apprentissage de cette réalité, cette autre réalité qui est très loin de l'enfermement, nous permet justement d'atteindre notre souveraineté à plus grand déploiement. Donc, ça fonctionne sur un système individuel en premier, et après, ça va vers la conscience collective.
Et le système d'information fait back and forth. Mais si un individu tente de s'orienter par son identité, par seulement l'externe, il n'est pas du tout dans la technologie Olin. Cela n'arrivera pas. Alors, il faut vraiment le désirer. Et non, on va pas mourir. Et non, c'est pas dangereux. C'est juste la plus belle aventure de votre vie qui vous attend au coin de la rue, mettons. Là. C'est absolument fabuleux. Oui. Oui. Et, à ne pas en douter. À ne pas en douter, non. Et les aquarelles, l'art et l'aquarelle, qu'est-ce que ça vient jouer là-dedans? C'est que après tant d'années, je me suis demandé quel était le lien entre la aquarelle science, les ateliers d'aquarelle quantique que je produis, parce que c'est arrivé de mon année sabbatique. J'ai mis des années. Je viens tout juste d'obtenir quelques réponses intelligentes. Qui me satisfassent, en tout cas, c'est que finalement, les ateliers d'aquarelle quantique, les gens se saisissent dans un premier temps de la vulgarisation scientifique par thème. Vu que je suis vulgarisatrice, je rends ça comestible et agréable comme expérience. Et les gens, je lis un texte réflexif et les gens peignent pendant une demi-heure. Pour pas que le mental embarque non plus, parce qu'il peut être un piège, un très grand piège. Donc, on veut aller jouer plutôt dans la partie en psychologie, on va appeler subconsciente, mais moi, j'appellerais plutôt la partie atomique de ton ADN. Et le corps, il y a ces informations-là dans ton ADN, ça demande qu'à sortir. Mais vu qu'on est dans notre 3D, on aime ça voir le toucher. On veut toucher, on veut voir, palper quelque chose de réel dans cette dimension-ci. Alors, l'aquarelle qui sort, en fait, est un échange d'intrication quantique, de taux vibratoires entre le corps, qui est fait d'eau, 85 à 90 %, puis ça dépend des études, là, personne ne s'entend. Là. Il y a toutes sortes de pourcentages que j'entends, mais mettons pour les fins de notre conversation, on va dire ça. Et ce champ électrique et magnétique et notre corps qui est rempli d'eau, en fait, l'aquarelle, c'est de l'eau. Alors, il y a ce qu'on appelle en anglais « the entanglement » qui se produit, ou en français « l'intrication quantique », ou bien... Une connexion. L'effet de l'enchevêtrement. Okay. C'est-à-dire deux particules qui sont connectées ensemble, qui connectent là où on met notre attention, communiquent l'information de façon instantanée. Et là, on peut commencer à voir la conscience en action qui prend forme devant les gens. Et quand on me dit, je comprends rien, en fait, c'est excellent parce que, justement, il faut passer par un chemin de déconstruction. Hein? Et l'aquarelle, souvent, surprend le peintre. Et c'est non l'inverse. Alors, c'est des messages qui sont codés, mais qui étaient dans votre dans votre ADN. Et là, elle prend forme. Et à partir de là, j'ai compris le lien entre la vision holographique et les ateliers d'aquarelle quantique qui... Parce que là, j'ai fait beaucoup de groupes. Hein. À la toute fin, on fait une analyse je fais une analyse de leur algorithme, c'est-à-dire où ils ont eu des sauts quantiques. Individuel et après collectif à travers la signature du groupe. C'est très apprécié cette partie-là parce qu'on peut voir de façon concrète où la personne a changé de taux vibratoire sur 8 semaines. Et donc, je me suis aperçue au fil du temps que quand on alignait là, les 8 toiles, les 7 ou 8 toiles, en tout cas, une après l'autre, puis que je faisais l'analyse algorithmique, je me suis aperçue que c'était exactement la même chose que quand on fait la vision holographique, sauf que là, elle est sur papier. C'est-à-dire qu'il y a des zoom in, il y a des zoom out d'une caméra. C'est-à-dire que, par exemple, tu es dans une graine d'arbre, c'est un zoom in, tu es dans l'infiniment petit, mais tu sors de ta graine d'arbre, tu vois l'écorce et le tronc, tu es dans zoom out. Okay? C'est comme une caméra, là. On ajuste la lentille. Et je me suis aperçue que les gens, mais les gens, ils sont les derniers informés. C'est juste parce que je suis une voyageur espace-temps que j'ai pu vraiment identifier le phénomène à travers l'aquarelle, qu'ils sont déjà en train de se préparer à leur propre vision holographique et leur propre conscience en action qui est en train de sortir leur propre code à chaque personne unique. Chacun a sa propre vérité. Là. Moi, j'ai pas ta vérité, ni celle de Denis, ni Pascal ou whatever. Donc, dans le fond, moi, je suis juste un déclencheur pour qu'ils aillent chercher, redonner ces données-là, puis faire un print, puis qu'on le voit, puis que ça déclenche ce qu'il y aura à déclencher chez la personne. Est-ce qu'eux, ils vivent une transformation intérieure automatiquement? Oui. Grosse. Ouais. Oui, ça doit un peu les déstabiliser un peu, parce qu'ils ne doivent pas toujours s'attendre à ça. Là. Non, on y va de surprise en surprise. Apprendre à connaître cette réalité-là atomique de conscience élargie demande, premièrement, à ne pas être seul.
à être supporté dans un groupe de bienveillance, sans jugement. On est en physique quantique. Hein? Alors, il faut comprendre que là, on est dans une très, très grande ouverture de toutes les possibilités. Et on est dans des multivers avec des multimondes. Puis sauf que, bon, dans mon cas, je l'appuie avec ma scolarité doctorale que j'ai faite et que j'ai vulgarisée. Et j'ai rendu ces écrits-là disponibles aux gens qui veulent pas se taper 5 années universitaires. Non, ça ne nous tente pas bien. Non, c'est ça. Alors, puis d'ailleurs, les ateliers d'aquarelle quantique, je m'y suis aperçue au fil du temps aussi, parce que ça m'est arrivé par accident. Hein. Faut comprendre que ça a l'air tout brillant, ça, ici, mais dans le fond, j'ai mis du temps aussi à comprendre mon phénomène et la façon dont ça s'est manifesté dans la 3D. Alors, il faut comprendre que Aquarelle Science, donc avec les ateliers d'aquarelle quantique, je me suis aperçue avec le temps que je suis le premier laboratoire, imagine-toi donc, au monde qui applique les lois de la conscience et la conscience appliquée dans le cadre des lois de la physique quantique par l'art. Je veux dire, le premier laboratoire au monde, tu sais, on mesure ses effets. Tantôt, j'ai dit en début d'entrevue que je m'intéresse aux effets. Alors, j'ai la première partie de ma vie, quel est l'impact d'un message sur une population, puis la deuxième, quels sont les effets de la pensée sur la matière à travers l'esprit, le corps et votre relation avec l'univers. Alors, c'est tout qu'un apprentissage, découvrir cette identité-là qui a été cachée. Puis, que ça ne plaise ou pas, on l'est. On n'est fait que d'atomes et d'énergie. Et tout ça, maintenant, se met en place de façon extrêmement intelligente parce qu'il y a des chercheurs comme Nassim Haramein, qui sont arrivés dans l'arène publique pour faire beaucoup de vulgarisation scientifique depuis Einstein. Donc ici, on assiste carrément à une deuxième révolution scientifique. Et au plan scientifique et au plan aussi collectif. Ce qui fait que j'aimerais quand même terminer avec un commentaire. J'aimerais revenir sur ce commentaire-là. Tantôt, tu as fait, Denis, un doctorat. En fait, j'ai fait ma scolarité doctorale. Si on voit, mon nom, c'est signé PhD, mais avec un C. C'est encore candidate. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait toute ma scolarité doctorale, c'était le temps d'écrire la thèse. Et là, dans mes derniers travaux, j'ai fait un 8 mois de travaux, ce qui termine en séminaire, dans le milieu de la recherche, où est-ce que j'ai voulu comprendre les effets de la présence attentive. Les effets de le mindfulness qu'on entendait beaucoup parler. Il y a beaucoup de modes sur ce terme-là, la présence attentive, mindfulness. Donc, je suis allée vraiment plus dans les écrits bouddhistes, essayer de comprendre cette culture, puis avec les liens avec les lois de la physique quantique et la philosophie védique. Et à la toute fin de mes travaux, je me souviens très bien que ma nouvelle équipe, laboratoire de recherche, tout, là, c'était vraiment all dress, hein, on s'entend. J'avais écrit à la 75e page, là, physique quantique. Le document m'est revenu parce que le système n'est pas prêt à vouloir aller vers cette vérité parce qu'il y en a qui vont des carrières à perdre, il y a de l'argent, il y a tout un système qui va s'effondrer parce que l'université crée des programmes, donc elle fait de l'argent. Je sais, j'ai été déjà vice-présidente à la formation, à la recherche, et je sais, j'ai évalué des programmes à l'université. J'ai passé ma vie à l'université, OK? T'avais-tu un lit installé? Non, heureusement. mais tout ça pour dire que oui, j'ai perdu le fil. Mais on assiste à la deuxième révolution scientifique et c'est vraiment ça le plus important. Et donc, Aquarelle Science est devenue une école qui remet le savoir et la connaissance qui a été évacué, tassé, ignoré par les anciennes civilisations d'hier à aujourd'hui. Donc, mais maintenant, on est capable de les nommer. On est capable de prendre une série d'articles scientifiques et de répondre à la question quels sont les effets de la pensée sur la matière sur des tas de recherches qui ont été faites. Puis ces noms de chercheurs-là ont été évacués de notre histoire. Alors, on comprend que ce qu'on appelle la matrice de la 3D, elle a cherché beaucoup à contrôler la vérité, la pupure atomique des gens. Donc, maintenant, c'est à chaque personne de se dire, j'ai le goût de vibrer à quel niveau, quelle expérience j'ai envie de vivre ici. Est-ce que je veux continuer à rentrer dans mes petites cases? Ou bien je veux continuer à m'expansionner. C'est un beau message que tu dis là en ce moment. Oui, moi, j'encourage vraiment les gens à s'expérimenter.
de mettre de l'avant l'expérience à eux, puis les émotions, c'est de l'information. Oui, parce que les expériences, c'est ça. Là, il faut faire les expériences. Ouais, on a beau m'écouter, là, dans le fond, puis c'est Bouddha disait la même chose. Il se penchait même après ses élèves, il disait « Hey, arrêtez, vous m'écoutez, mais c'est pas ça l'affaire. Tu dois faire ta propre expérience, tu deviens ton propre laboratoire. Tu peux pas juste être assis, puis écouter, puis t'as pas pensé à l'acte avec toi-même. Tu viens voir apprendre, mais c'est l'expérience qui nous fait apprendre, en réalité. Oui, à développer votre système de navigation de l'intégralité. Alors, ça fonctionne sur l'authenticité et l'intégralité. C'est différent du connaître, c'est de savoir. C'est ça. C'est ça, oui. C'est de le vivre. Puis faire circuler l'information. Oui, exactement. Pour le bien de tout le monde, est-ce que tu dis que tu as aquarelle quantique? Tu donnes des cours, des ateliers. Oui, les ateliers d'aquarelle science, oui. Puis on peut avoir ces choses-là à quel endroit qu'on peut retrouver? Oui, tout à fait. Quelqu'un qui a le goût vraiment de vivre une aventure fast track, parce que j'ai tout fait les travaux. En fait, c'est Aquarelle Science, c'est www.aquarellescience.com et c'est les ateliers d'aquarelle quantique. Et je vais commencer la nouvelle cohorte d'automne, commence le 15 septembre. Oh, c'est bientôt, là? Oui, c'est bientôt. Et c'est vite. On est le 12. Oui, on est le 12, mais ça laisse quand même 3 jours à voir la personne qui m'écoute, qui nous écoute, va le savoir elle-même toute seule s'il y a une résonance ou pas. Ça va l'avoir vibré dès le départ. Ça va vibrer. Il y a comme un aimant qui va attirer, qui va dire, OK, gars, je suis rendu là. Et donc, moi, je déploie tout ce que j'ai à déployer avec un groupe 8 semaines et ça se passe par Zoom. Ah, OK. Oui. Parce que là, ça donne la possibilité à quelqu'un qui est en France qui nous écoute aujourd'hui. Oui. J'ai des gens de l'Europe, même du désert du Sahara. Wow. Oui, avec les chameaux. Oh là, c'est comique, ça. Mais on rencontre des gens absolument magnifiques, puis c'est des rencontres de très, très grande qualité entre les gens. Donc, c'est des ateliers d'aquarelle quantique. Ça passe par Aquarelle Science, l'école. C'est devenu une école. Et on s'expérimente à soi à travers l'art. L'art qui est une technologie pour déclencher sa propre technologie, ses propres codes sources. Alors, ne quittez pas. On va revenir bientôt avec notre prochain invité. Mais justement, c'est tout le temps qui nous est accordé. Ça passe on doit vite. passer à d'autres choses. Puis si vous voulez avoir des compléments à ce qu'on vient de faire avec vous là aujourd'hui, là, chers auditeurs, vous allez pouvoir écouter la suite parce que on va faire une suite tantôt après l'émission. Oui. Parce que nous, on a juste 2 heures dans cette émission-là. Alors, on va pouvoir aller encore plus en détail. Si les gens qui veulent en savoir plus, vous n'avez qu'à contacter le www.conscienceplus.com et on va pouvoir justement vous montrer la suite de ce qu'on vient de faire. Alors, ne quittez pas. Revenez-nous avec notre prochain invité tout à l'heure. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour de la pause à Zone Insolite. La réalité est ailleurs. Ouais. Mais avant de commencer, un petit rappel. Au début de l'émission, nous avons parlé avec Roxane concernant les êtres extratemporels. Maintenant, notre prochain sujet est un témoignage vécu d'un voyage au centre de la Terre. Rien de moins. Rien de moins. Notre prochain invité est un homme ordinaire, un simple mécanicien qui a vécu une expérience extraordinaire. Son histoire a commencé un soir d'automne. Il était couché dans son lit, mais ne dormait pas encore. C'est alors qu'il a vécu une expérience de décorporation, aussi appelée sortie de corps. Depuis, sa vie a complètement été basculée et n'a plus jamais été la même. Maintenant, il va nous raconter quelle a été cette expérience. Son nom est Joël Droulez. Bonjour Joël. Bonjour Pascal. Ça va bien? Oui. Oui. Est-ce que je peux te tutoyer? Oui. OK, bon, super. Donc, c'est quoi ton expérience? Peux-tu nous conter ça? Ben, c'est une... j'utilisais un dédoublement, mais ça revient à la même chose, cette expérience. Ouais. C'est pas seulement un dédoublement astral, parce que de l'intensité que c'était, là, c'est comme dormir, le corps est arrêté, il dort, mais on reste éveillé. Ça veut dire qu'on a conscience. Mais c'est pas le mental qui alimente. Okay. Le mental, il est coupé. Il n'y a pas de... le mental, parce qu'il critique, il juge, et puis il analyse, puis j'analysais rien, j'étais témoin. Dans un monde, j'allais dire informatique, non, dans un monde d'information. C'était rien que
j'étais inondé d'informations. OK. Tout partout où je regardais, bien sûr, c'est pas avec mes yeux physiques, c'est avec les yeux, on va dire, de mon âme ou de mon inconscient. Quand je regardais quelque chose, c'est mieux, au lieu d'aller là-bas avec des questions, mon bagage de questions était comme dans la besace en arrière, là. Puis dès que je regardais quelque chose, on me répondait à des questions qui étaient dedans. OK. Puis ça, c'est comment ça s'est passé? Au début, tu étais dans ton lit, tu dormais. Tu dormais pas encore, je veux dire. Puis là, comment ça a commencé? Je devais dormir parce que dans cette chambre qui était noir total, j'aime ça dormir dans le noir. Et à l'époque, même ma conjointe aimait ça. Et là, il y avait mon ordinateur. Et c'était un Amiga à l'époque avec l'écran cathodique. Mais quand tu éteins ça, un certain temps, si tu fermes la lumière, tu vois encore, c'est fluorescent. Mais là, ça faisait 2 heures qu'il était arrêté. Puis là, dans le noir, je vois ça allumé. Je dis, c'est pas normal. Je l'ai arrêté il y a tellement longtemps. Alors, déjà, la chose d'anormal que je perçois, je me lève. Mais je devais sans doute être encore allongé. Je l'ai fait par dédoublement. Ça, je l'ai compris plus tard. Puis là, je me lève et je dis, je me pince. Puis je dis, bon, je vais marcher si jamais je me trompe, je vais me péter un orteil puis je vais me réveiller. Je marchais partout, puis parce qu'il y avait des chaises, puis du mobilier, on va dire. Puis là, rien. Je reviens à ma place, je me recouche. Puis j'avais encore le doute. Je me relève encore, je me pince, puis je refais la même manœuvre. Bon, rien. Ça a l'air d'être normal que je vois comme ça dans le noir. Je voyais tout dans le noir, carrément. Puis il n'y avait aucune source de lumière. Alors, Mais pour toi, aujourd'hui, tu te dis que c'était sûrement un peu comme un rêve. En fait, tu te pinçais, mais dans ton rêve, Alors, je me recouche, puis là, je me vois. Je vois mon corps. Mais normalement, tu te couches. Alors, ça veut dire que j'ai les yeux derrière la tête. C'est ça que ça voulait dire. Moi, je dis, c'est pas normal. Non, j'aurais dû voir que mon corps aurait tourné. Mais, bon, je laisse tomber. Puis après ça, je passe au travers le plancher, puis il y avait un logement. Là, je suis passé à travers le logement sans rien voir. Et ça, j'ai bien aimé. Parce que j'aurais pu voir les gens qui sont dans le logement. Ça t'aurait accroché probablement. C'est ça. Alors, c'est pas moi qui conduisais, qui pilotais ça, là. Alors, j'ai hop. Puis je passe au-dessus du toit, je vois le bardeau, tout ça. Puis, puis en l'air. Puis je monte assez vite, mais quand tu montes droit la nuit, tu vois pas ce qu'il y a derrière, là. Tu vois pas que ça rapetisse, parce que tu t'éloignes. Mais là, à un moment donné, je vois que je suis haut, peut-être à 1 kilomètre, là, puis je m'en vais en direction de la France. Je savais que c'était la direction de la France. Pourquoi? Parce que sans doute c'était mes attaches là, qui m'attiraient vers la France. Puis au-dessus de mon village natal, et comme je sais où je suis venu au monde, en face, dans la maison de mes grands-parents, en face du presbytère, là, j'arrive là, puis à l'endroit où je suis venu au monde, parce que je le savais, ça, on me l'avait dit, puis je suis descendu dans le centre de la Terre. OK. Ouais, je suis descendu. Et là, quand tu descendais... une vitesse assez rapide, parce que ça s'est fait en quelques secondes, là, dizaines de secondes. Mais tu voyais comme une ouverture, quoi, à cet endroit? Ou... Au bout, je voyais la lumière, mais c'était fantastique le fait de voir les couches. Parce que même que ça passait vite, je voyais les couches comme un tunnel, qui est bien creusé, cylindrique, là. OK. Mais c'était assez large, là. C'était aussi large que ta maison, comme le trou. Alors, on ne pouvait pas... Mais lorsque tu descendais, tu disais que c'était... Tu dis c'est large, mais qu'est-ce que tu voyais aussi? Y avait-tu quelque chose quand tu descendais, tu voyais-tu autre chose? Je voyais les parois, mais juste de voir ça, à cette vitesse-là, je pouvais les distinguer même en détail, pour te dire à la vitesse où ça allait. C'est pas logique, ça, là. Okay. Mais je pouvais tout voir. Et puis, je trouvais ça fantastique de pouvoir avoir l'information. Puis, au plus je descendais vers la lumière, qui était le centre de la Terre, il y avait
une sensation de bien-être qui se crée, puis de confiance. De paix. De paix, ouais. Puis, mais dans la descente, tu dis que tu voyais différentes strates, si on peut dire. Puis la gravité, comment tu vois ça? La gravité, je la ressentais, mais je la subissais pas. De façon... parce que c'est par dédoublement. Il y avait la gravité qu'on est en surface, puis après, passer à moitié chemin, il y avait la couche de... Comment? Une couche de magma. De magma, de la roche volcanique qui est liquéfiée, pressée sous pression. Bien sûr, moi, je le passais au travers. J'avais aucune sensation de chaleur. C'était pressé sous pression ou s'il n'y avait pas de pression, justement, au milieu? C'est justement, il y a la pression entre la gravité et l'antigravité. Ah ouais? C'est la couche, puis ça presse les roches, puis c'est là qu'il se fait le magma. Puis après, tu as les cheminées qui c'est les volcans. Il y a une pression, mais il n'y a pas de gravité. Oui, il y a la gravité. Les deux gravités qui s'opposent. Qui s'opposent, qui forment la couche. Puis qui forment une couche. C'est comme si tu es à l'intérieur d'un ballon. Puis l'épaisseur du ballon, à la moitié chemin, on imagine qu'il y aurait le magma. Mais quand tu es à l'intérieur, tu vois tout ça comme ça et pas comme ça. Parce qu'à la surface, on a un horizon, mais quand tu es à l'intérieur, quand je suis passé à l'intérieur, dans la lumière, puis je suis arrivé, puis j'ai vu une espèce de cocon qui était, tu sais, comme un œuf. Mais c'est vide, c'était vide au centre? Non, attends, je vais y aller petit à petit, là. Mais je suis arrivé, là, j'avais un cocon, puis je suis rentré dedans comme si j'étais invité à aller dedans. Puis arrivé dedans, là, je commençais à avoir de la communication. Tout ce que je voyais, si je regardais, puis je regardais à terre des plantes, les plantes me parlaient. Je regardais une roche, la roche me parlait. Mais c'est pas une communication comme on a. C'est de l'information qui passe. C'est télépathique, oui. J'avais accès à de l'information. Toutes les questions que je disais que j'avais en étant jeune, parce que quand j'étais jeune, j'étais tellement curieux que j'étais devenu emmerdeur. Alors, ma sœur, elle disait, t'étais un emmerdeur de premier avec tes questions. mais bref. Mais là, j'avais réponse à toutes mes questions. C'était mieux, c'est que quand tu arrives avec toutes tes questions, moi, j'étais intéressé beaucoup au règne végétal. Puis je regardais les choses, puis ça me parlait. J'avais toutes des informations. Mais c'était mieux, j'avais les réponses avant d'avoir posé les questions. Mais les questions, elles étaient antérieures. Alors, c'est ça que l'information... C'est ça que j'ai compris après. Sur le moment, c'était fantastique. Est-ce que tu sentais ça comme le vivant? Comme que tout était vivant, mais le caillou... Les couleurs, surtout. Ils étaient pas fluo, mais c'était vivant. C'est ça. Je sentais tout ça vivant et je pouvais... entendre les couleurs parler entre elles, c'était bizarre. Entre elles. Ouais, mais c'était de l'information que je pourrais dire très marginale. On n'est pas supposé d'imaginer ces choses-là. Je comprenais des choses que jamais j'aurais pu comprendre de mon vivant, même une vie entière. Alors, en passant 4 heures là, j'en ai eu de l'information. Et après, quand je suis revenu à moi, le mois qui a suivi cette expérience, c'était comme si on disait, regarde, là, quand tu as vu ça, il se passait ça, puis on t'a fait comprendre ça, de cette manière. Mais quand tu dis, qui m'a dit ça, c'est encore... Si je mets des noms là-dessus, ça serait une trahison. Et c'est plutôt l'illusion qu'on a de croire qu'on voit des choses, mais nous, on les voit en 3D et avec nos croyances culturelles. Et ils sont imbibés de religion, imbibés de matérialisme à outrance avec la science académique, qui nous inculque à croire ça, puis qui nous mettent des limites. C'est ça l'affaire. La science comme la religion nous mettent des limites qui sont des barrières psychologiques. Alors, tu ne peux pas aller plus loin que ça parce que c'est interdit, que ce soit la religion ou la science. Mais quand tu es là,
t'es débridé. Comme Georges Gurdjieff a inventé le mot imaginal, qui est un imaginaire débridé. Alors, le débridé, ça veut dire qu'il n'y a plus de limites, plus de barrières. T'es libre de penser par toi-même. Mais là, mon moi-même, c'est pas mon ego, là. C'est moi, j'appelle ça mon double, pour être plus simple, là. Mais c'est l'âme, finalement. Est-ce que tu as vu d'autres choses alentour qu'à part des végétaux? Y avait-tu d'autres choses que ça? Ben, Moi, je suis curieuse. Ouais, j'ai vu des cours d'eau, puis l'eau, elle se comportait pas normalement. Ah. C'était comme ce qu'on appelle de la slotch en québécois. Okay. De la slotch, ça serait comme de l'eau cristalline, qui est pas totalement liquide, mais cristalline, pas parce qu'elle est froide, là, mais elle se comportait anormalement. Comme une gelée, genre. Même pas, mais c'était liquide, mais tu voyais ça briller comme à l'intérieur, il y avait des reflets. Mais aussi, ce détail-là, il vient du fait qu'à l'intérieur, il n'y a pas de lumière, comme une source de lumière. Oui. Un soleil résiduel, qu'on peut dire. Qui est là, mais il y a la grosseur de la Lune. Quand tu dis il est là, il est au centre de la Quand tu planète, lèves les yeux, tu vois puis quand tu lèves les yeux, tu t'aperçois que tout à l'intérieur est comme ça. Et comme ça, tu veux dire... on va le décrire pour que les auditeurs... c'est comme tu es à l'intérieur du ballon. Oui. Okay. Tu vois ça comme ça, et tu vois tout se déformer, puis tu t'aperçois que la lumière, le soleil résiduel, il y a tellement une attraction puissante, là, qui est un extracteur de photons. Alors, les photons, ils s'en vont vers le haut, puis à un moment donné, tu regardes, puis, à proximité du soleil résiduel, c'est comme piégé. C'est un trou noir. Quelle couleur? Il est noir. Il est noir, OK. Mais c'est la grosseur de la Lune. Nous, on voit la Lune comme ça. C'était à peu près la même équivalence. C'est pas une lumière naturelle. C'est une lumière qui est arrachée des photons. Alors que le soleil, lui, c'est une lumière qui est d'un champ positif qui envoie ses photons sur Terre. Là, c'est l'inverse. Okay. Mais ce qu'il y a, c'est que je l'ai compris, parce qu'on me l'expliquait après le mois qui a suivi, que le soleil résiduel, il arrache les photons et il se fait sa gravité lui-même pour se tenir sur l'écliptique solaire. Okay. Puis c'est comme ça qu'il se tient. Puis toutes les planètes sont comme ça. Ils ont toujours un soleil résiduel et ils se tiennent en équilibre en prenant les photons que le soleil envoie sur la surface des planètes. Pas seulement la nôtre. La Lune, c'est pareil. Que ce soit les satellites de Jupiter ou de Neptune ou bien de Saturne. C'est toujours le même principe. Mais bien sûr, c'est pas les mêmes lois qui régissent ces planètes-là. Ça, j'ai compris plus tard. Mais sur le moment, juste être avec l'information de tout ça, je sentais même à l'intérieur le champ magnétique de la Lune. Que je le ressentais sur moi. C'était intense. Intense, mais c'était une jouissif, comme aurait dit Jacques Languirand. Quand tu dis que tu ressentais le champ magnétique, c'est magnétique et non pas gravitationnel? Ouais, mais c'est des mots, tout ça. Ça peut être aussi des champs telluriques. Ça peut être parce que les planètes ont des champs telluriques comme la Terre. Mais c'est extérieur que la science analyse avec le tellurique. Mais le tellurique existe à l'intérieur. Il existe en même temps. D'être là, je suis pas sûr qu'on pourrait y aller avec un corps physique. Même si Jules Verne a parlé de la Terre crosse que j'ai jamais lu. Hein. Je me suis à partir de là, j'ai dit je n'irai jamais ça parce que je veux pas être contaminé parce qu'il est écrit. Ouais, je sais qu'il en a parlé puis qu'il y a eu des films. Là. J'ai jamais voulu lire ça parce que j'ai dit je serais contaminé puis je pourrais tout interpréter de travers. Alors j'ai toujours fait confiance à ce que j'ai reçu comme information durant un mois, même je dirais 5 semaines. Que je dormais pas. Toute la nuit, je dormais, c'était mieux, mais par dédoublement. Puis c'est comme si j'allais dans une université cosmique. Mais la Terre, c'est une université cosmique et les gens ne le savent pas. Ce qu'ils vivent en surface, c'est qu'un jour, ils vont le vivre à l'intérieur de la Terre, puis ils vont tout comprendre. Mais c'est pas avec le rationnel. Là, je parle avec des mots qui sont rationnels pour essayer d'équiper les détails
que j'ai vécu dans une dimension autre que l'astral, parce que l'astral, c'est un monde d'émotions. Ça, on s'entend là-dessus. Astral, ça veut dire émotion, hein, entre guillemets. Et le mental ordinaire, il est velcro avec l'astral. Donc, émotion. Dès que les mots sont potentiels d'émotion. Et l'émotion, elle est mentale. Elle est toujours, ils connectent entre eux. Mais après, dans notre monde, en métaphysique, on ne parle que de notre univers. C'est un univers à 4 dimensions. Physique, émotionnel, astral, mental et causal. Mais on n'entend jamais parler du causal. Puis là, j'en ai eu de l'information sur le causal. Mais il n'y avait pas d'émotion à l'intérieur, donc. Tu n'avais pas d'émotion. Oui, c'était des émotions... pas comme en surface, et pas de dualité. Comprends-tu? En surface, on vit la dualité, le bien, le mal, tandis qu'à l'intérieur, les émotions sont neutres. Et ils sont neutres pour éviter, et c'est ça les philosophes comme Rudolf Steiner, que j'avais lu, lui, dans ses propos, jamais il dit qu'il neutralise la dualité, mais c'est ça qu'il brode alentour de ça pour montrer que si tu t'en vas vivre quelque chose de très positif, jouissif, qu'on pourrait dire, ben un jour ou l'autre, tu vas devoir aller à l'extrémité, au plus bas. Puis c'est ça, dans les basses vibrations, c'est le bas astral. Il faut faire très attention quand on veut vivre des choses. Puis il y en a qui sont en train de se faire prendre dans ce monde, c'est un monde diabolique là, qui nous régisse. Ben ils sont pris parce qu'ils ont toujours voulu vivre le jouissif, mais là, ça va être dénoncé bientôt. Ça va être dénoncé, puis quand je suis revenu à la surface, puis que le mois est passé, là, j'ai commencé à décoder tout ce que j'ai écrit durant... à chaque coup que je revenais à moi, j'allais à l'ordinateur, puis je prenais des notes. Puis après ça, j'ai décodé tout ça, puis j'ai compris tout ce qui est la game là, derrière la politique. Mais moi, je suis bien curieux, pareil. Parce que lorsque tu disais que tu descendais à un moment donné, c'est frappant, là, parce que tu traverses une couche, si on peut dire, de la croûte terrestre. Oui, mais c'est là, quand tu passes avec ton double, tu passes au travers tout ça, tu peux passer à travers les murs. Mais j'imagine que si on le faisait, si c'était possible de le faire physiquement... Oui, c'est possible. Il faut enlever le rationnel, ça veut pas dire... Non, je parle de le faire, mais physiquement. Ah non, ça, on peut pas faire ça physiquement. Si on pouvait le faire physiquement, au centre, OK, on est compressé par la pression, mais on devrait avoir 0 gravité. Oh. 0, mais au milieu, comment c'est que tu passerais à travers la lave? Non, mais je dis que avec un gros tunnel. Je dis que si c'était possible de s'arrêter là, d'avoir une chambre qui est isolée, mettons, ouais, mais avec des suppositions, ça va pas loin. Ça va pas loin. Mais c'est 0 gravité, pareil. Ouais. C'est comme si tu es dans l'espace. C'est ça, c'est un peu comme si on serait dans l'espace. Mais de toute manière, c'est encore des suppositions. Oui. Ben, je comprends que les deux masses doivent comme s'attirer un vers l'autre, puis c'est pour ça qu'il y a une pression immense. C'est pour ça que la roche est liquéfiée. Oui, à cet endroit-là. Nous, c'est mieux le soleil, il envoie des particules positives. On le sait, hein, quand ils arrivent dans les nuages qui sont en haut, puis quand les nuages qui sont en bas, ils ont déjà pris la magnitude de la planète qui est négative. Alors quand les nuages se croisent, ça fait des orages. On le sait, ça. Oui. Mais la croûte terrestre extérieure, elle est négative. Et intérieure, elle est positive. Et attirée par le trou noir, le soleil résiduel, il le change en énergie magnétique pour se maintenir sur l'écliptique solaire. Okay. Alors, c'est toute la famille des astres qu'on a dans notre système, c'est une famille d'astres. Okay. C'est comme des êtres vivants, ça, là. Alors, c'est pour ça que je voyais toutes les couleurs vivantes. Et je pouvais les ressentir, et puis ils me parlaient, ça communiquait numéro 1. Et bien sûr, ça communiquait, il me disait des choses, mais c'était juste pour déconnecter le mental. Alors, si t'as mieux, mon témoignage, c'était un mental, un supramental, on peut dire. Parce que, puis qui était dévalorisé de tout ce qui est dualité.
neutraliser. Okay. Comme l'explication que j'ai donnée sur l'imaginal et le supramental, ça va ensemble. Mm-hmm. Alors, c'est... après tout ça, j'ai cherché tous les mots pour pouvoir équiper, puis c'était ça, la manière que je le présente, là, c'était ces mots-là. Puis, en surface, on a une conscience séparatrice qui est due au monde de dualité qu'on doit faire face tout le temps, et que nos mots sont pollués de dualité. Quand tu es à l'intérieur, tu n'as pas de mots. Même, je veux dire une chose qui était vraiment intéressante, là, à un moment donné, je voyais tous les mots, les verbes se faire, les objets, sujets. Alors l'objet se mettait comme proche de moi, puis en 3D, là. Puis l'objet il y avait des objets qui sont des qualificatifs, on va dire grammaticalement parlant. Donc, il y avait ça que tu recevais quand tu étais au centre. Oui. Puis là, je reviens, sujet, objet. Alors, mais les détails, c'est quand tu fais beaucoup de détails, mais à un moment donné, je voyais le sujet se fonder pour devenir un objet, puis les détails devenaient des sujets, puis ils venaient chacun à leur tour. J'avais une communication écœurante en québécois, fantastique, on veut dire. Fantastique. Mais c'est... tu sais, quand tu déplaces les mots, puis il y avait une compréhension que tu peux pas avoir littéraire, mais pourtant ça se faisait, mais juste en bougeant les mots. Il venait tranquillement, la compréhension, puis après chacun son tour, puis après le mot s'effaçait avec un synonyme, puis tu sais, quand on dit synonyme, ça signifie la même chose, mais pas tout à fait. Ouais. Alors tu le changes, lui il change par des synonymes, puis à un moment donné, ça veut dire autre chose. C'était profond. Pour moi, c'était une expérience que j'oublierai jamais. Et de toute façon, elle continue. Elle continue parce que depuis ce temps-là, ça fait 32 ans. Ça va faire à l'automne. À l'automne, ça va faire 32 ans. Ouais. Hey, c'est quand même... Oui, alors j'en ai fait des dossiers. On est pas mal là, l'automne, le 12 septembre. On se trouve pas mal proche de ça. Ouais. Donc, pour toi, ça serait pas possible de vivre là physiquement au centre? Ça, j'en sais rien. Peut-être pas avec ce corps-là, en fait. Peut-être avec un corps de lumière. Un corps éthérique. Un corps éthérique, c'est ça. Parce que astral, l'astral n'est pas là. L'astral est en surface, avec le mental. Mais à l'intérieur, là, tu n'as plus de mental critique qui juge tout le temps. Parce que, de toute façon, on critique et on juge avec notre culture. Hein. Mais oui. Mais notre culture, est-ce qu'elle est fiable? Et la science, est-ce qu'elle est fiable? Les religions, est-ce qu'elles sont fiables? Je penserais pas. Hein? À l'heure actuelle, les gens, s'ils raisonnent souvent, dans la science, avant que ce soit prouvé, en tout cas, on élabore des théories, puis on reste sur des théories longtemps, jusqu'à temps qu'il y ait une preuve. Des fois, ils peuvent rester longtemps, en plus, sur une théorie avant de la changer. Oui, puis là, à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils se sont trompés. Puis quand on voit toutes les gaffes qu'ils ont fait, hein, la science, au début, elle a tout fait déménager l'ancienne science. Quand tu vois les médecines qu'ils découvrent maintenant en France, et même en Europe aussi, là, et dans des vieux écrits en vieux français, ils avaient les recettes de remèdes. Puis, comme j'avais déjà expliqué, c'est qu'ils prenaient de la bave de vache, mélangée avec des plantes médicinales, puis ils disaient c'est de la connerie, tu vois. Mais ils ont dit ça pendant presque un siècle, que c'était de la connerie. Là, ils commencent à analyser, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils font la concoction exactement comme c'est écrit, et ils s'aperçoivent que ça règle les maladies. Alors, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais avec toutes mes recherches, je suis tombé sur un point, parce que tout jeune, j'avais étudié. Ma mère, elle ne voulait pas qu'on sorte quand il pleut, parce qu'on salissait la maison, rentrer, sortir, Mais le temps nous presse pour passer à une pause. Parce qu'on a des commanditaires. Oui, mais je veux reprendre ça. Mais on reprendra ça, mais aussi, on veut rester dans le sujet. Fait que, on vous revient dans quelques instants. Restez avec nous. On revient tout de suite après pour continuer à parler de l'expérience de Joël au centre de la Terre.
Bonjour, nous revenons finalement de la pause et puis on est toujours avec Joël Droulez. Joël a fait une expérience de voyage au centre de la Terre et puis avant la pause, il nous a expliqué justement comment il a pu se dégager, se rendre là-bas. Il nous a expliqué un peu son cheminement. Maintenant, nous allons passer à la suite. Tantôt, Joël, on s'est quitté, puis tu voulais nous raconter justement une technique de dédoublement. Mais ça, je pense qu'on va le garder pour un peu plus tard. On va pouvoir le voir sur le site de Conscience Plus, c'est au www.conscienceplus.com. Et on va faire un complément justement de ce que toi, qu'est-ce qui t'a amené à vivre cette expérience-là, puis ta technique de dédoublement, qu'est-ce que c'est que ça peut être. Parce que là, souvent, les gens, ils veulent avoir, eux, comment ça a été, ton voyage au centre de la Terre. On va essayer d'aller un petit peu plus loin sur ce que tu as vécu. D'aller creuser un peu. On va creuser au centre de la Terre. On va prendre une pelle. Non? Un hydrato. Ah, OK. Lorsque tu nous as raconté ton expérience, tu nous as dit que tu voyais les choses différemment, si on peut dire, comme par exemple le paysage, faut se voir un peu comme dans un ballon, puis que l'atmosphère est pas la même ou la vision est pas la même. Plus on s'en va vers l'horizon, puis plus ça monte, autrement dit. Ouais, c'est ça. Mais c'est très loin. Puis, qu'est-ce que ça fait comme... l'impression, ça fait comme quand on voit l'été sur l'asphalte, des frisons de chaleur. Oui. Comme des mirages. Oui. Mais là, c'est pas des mirages, c'est parce que c'est à grandeur. Dès que tu lèves les yeux, c'est parce que tu vois ça. Sur Terre, quand tu regardes au loin, c'est l'horizon. Oui. Là, il n'y a pas d'horizon, là. Tu es là, ça monte. Mais au loin, puis on n'est pas habitué. OK. Puis dès quand on regarde... Mais là, de l'autre côté, c'était comme si que j'étais habitué. C'était normal. Je voyais tout ça, là, comme ça. Parce que mon mental venait pas faire des comparaisons. Parce que si j'avais fait la moindre comparaison, pam, serait revenu. Ouais. Mais Mais ça fait un peu comme de l'asphalte, tu dis, mais plus loin, quoi. C'est comment ça fonctionne? C'est les couleurs. Les couleurs changent. Ah Puis oui? c'est l'information. C'est toujours une question d'information, là, hein, que ça... Est-ce que tu voyais de l'énergie? C'est comme oui, l'énergie, certain. ouais, Quand tu vois le vivant, là, quand tu vois même une roche, les couleurs, le végétal, pour moi, c'est le vert. Il y avait des nuances inimaginables. Puis, je voyais des fougères, elles étaient géantes, là. Okay. Mais c'est géante par rapport à moi. Est-ce que j'étais petit ou gros ou grand? Bref, j'étais en dessous. Puis, tu sais, les fougères qu'on voit, qu'on appelle des queues de violon. C'est quand elle sort, puis mais c'est cette sorte de fougère-là, quand t'es en dessous, tu vois des spores. Mais moi, je les voyais gros, les spores, hein, tellement elle était grande, là. C'est des spores qui sont bruns. Okay. Elles sont de toutes les tailles, là. C'est des semences, hein, finalement, quand ils laissent tomber, là, puis ça fait des semences. Mais je voyais tout ça en détail, et ça m'expliquait tout. J'étais en présence de l'information. J'étais immergé dans l'information. Et le summum là-dedans, là, c'est qu'à un moment donné, tu t'aperçois qu'il n'y a aucune critique, aucun jugement, rien que de l'amour inconditionnel. Oh, wow. Ouais. Alors, c'est donc, c'est une sensation qui est présente tout le temps. Tout le temps. On reçoit ça, on est toujours dans dans cet amour-là, dans puis le fond. Même après, dans l'initiation que j'ai reçue pendant un mois et plus, là, il m'expliquait que il faut prendre ça, l'expérience à l'intérieur de la Terre, comme à l'intérieur de l'utérus. Okay. C'est la même chose. Tout ce qui est interne, qu'on vit en surface, normalement, c'est vécu positivement. Normalement. Oui. Quand une femme est enceinte puis qu'elle est dans un climat normal, pas perturbée avec un alcoolique, tout ça, là. On rentre pas là-dedans. Mais c'est juste pour donner le côté positif, négatif qu'on est obligé de vivre ici. Mais tout ça, ça s'aligne avec les karmas, puis tout ça aussi. Quand on voit des personnes, on comprend qu'ils ont un karma, c'est tout imbriqué, intriqué ensemble, entremêlé, on pourrait dire.
Et ça fait qu'on a des relations entre individus, puis c'est pas des hasards. Dans notre karma, c'est de cette manière que ça se passe. On s'est rencontrés, nos karmas se sont imbriqués ensemble. On a une amitié des années, 42 ans, hein, bientôt. Puis, toi, c'est plus récent, mais c'est pareil, on se rencontre. Puis, il y a des liens qui se créent. Tandis qu'il y a des... je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite, là, parce qu'il y aurait bien de choses à dire, là, mais je reviendrai dans la vidéo. Oui. Parce que c'est des détails importants. Alors, si tu as d'autres orientations... Mais moi, j'ai une petite question. Est-ce que c'était très vaste? Est-ce que c'était à perte de vue, là, ce que tu voyais, en fait, là, c'était... C'est à perte de vue, mais... c'est comme toute la nature partout. Moi, j'essaie de me mettre dans le... Parce que quand tu es à l'intérieur, c'est l'inconnu. C'est comme si tu en irais dans l'espace, c'est l'inconnu. C'est la même chose. Une fois que j'étais dedans, je pouvais voir l'espace. J'ai même vu Jupiter, parce que de là, je voyais Jupiter comme si j'étais en focus, mais j'étais là, à l'intérieur. Alors, j'avais rien à voir. Mais même après, j'ai fait des dédoublements dans Jupiter. C'est parce que, pas que je l'ai voulu le faire avec mon ego, parce que Jupiter, c'est une planète qui m'intriguait tout le temps. OK. Même, il y a beaucoup de choses à comprendre avec Jupiter. Quand on comprend Jupiter, on comprend les planètes solides, les planètes gazeuses, tout ça. C'est intéressant. Ouais. Donc, cette information-là que tu avais quand tu étais au centre, c'est une information qui sortait même de ce qu'on pourrait appeler la nature de la Terre ou la Terre elle-même. C'est cosmique. C'était cosmique. Ouais, OK. Ouais. Parce que Mais mon expérience, c'était mystique. OK. Je pourrais dire. C'est la même expérience. Mystique, dans quel sens? Dans le sens des EMI. C'est le même sens. Les morts imminentes. OK. Ben, c'est dans le même sens, à part que moi, j'ai pas subi d'accident, pas de traumatisme. Au contraire, j'ai réglé un traumatisme, on reviendra là-dessus. Oui, ça va être intéressant, ça aussi. On va voir ça. C'est par rapport au traumatisme que les gens, quand ils se déprogramment sur le traumatisme, que ça fait cet effet-là. OK. Bref, j'en dis pas plus. Donc, on reviendra. Donc, tu n'as pas vu aucun être? Non. Non? Non, okay. À part un animal préhistorique que j'ai vu, qui n'avait pas d'allure, mais que je l'ai vu, je l'ai vu en vol. Okay. Il avait l'air comme d'un oiseau très allongé, avec des ailes, pas de chauve-souris, mais très longues, plutôt comme des albatros. Quand ils arrivaient sur Terre, ils plient les ailes comme dans un petit sac dans le dos. Puis là, c'était comme un scorpion, son corps. Okay. Quand il arrivait sur Terre, tu voyais le dard au-dessus, puis il piquait ses proies avec ça. OK, il y avait des proies? Ouais, mais moi, je ne l'ai pas vu. OK. Je l'ai pas vu. Puis il y avait une face de scorpion avec ses pinces. OK. Et en vol, lui, s'il peut aller attraper des poissons, mais on a déjà vu des oiseaux prendre les poissons avec leurs griffes. Lui, c'est avec son dard qu'il met en dessous de lui. Ploum! Okay. Au lieu de le mettre en haut, il est en dessous, puis il attrape ses poissons comme ça. OK. Tu ne l'as pas vu, mais c'était une information que tu en avais. C'est une information, parce que je l'ai suivi quand je l'ai vu, parce que j'étais invisible pour lui. Puis j'ai eu l'information sur comment il vit. Comment il fonctionnait. Parce qu'il y avait des pattes sur Terre, puis ses ailes. Donc, c'est un poisson, il est dans l'eau, il est dans l'eau. Donc, il y a de la vie... que tu as vu qu'il y avait de la vie au centre de la Terre. Quand j'ai vu l'information de son anatomie, on peut dire, j'ai vu ses expériences avec des animaux, mais il y a certains animaux qui pouvaient me voir. OK. Des animaux, mais les petits. Tu les as vus toi aussi? Ils ne me voyaient pas comme une proie. OK. Mais j'étais passif. Quel genre d'animaux? Ben, c'était assez rapide, ce que j'ai vu. OK. C'était des petits animaux, genre rongeurs, mais qui pouvaient être des petits, ça pouvait être peut-être comme un veau ou bien comme un loup. Mais il y avait des prédateurs, mais je ne les ai pas vus, et je savais qu'ils étaient prédatés quand même. Mais je pense que, selon ce qu'on m'a dit après sur cette information-là, c'est que les animaux ne vivent pas comme en surface. Les prédateurs, ils ont une anatomie,
mais ils chassent pas. Et les proies, pas les proies qui sont généralement des végétariens, ben ils vivent pas comme en surface. Ils peuvent vivre comme des fantômes. C'est des fantômes qui sont là, dans de notre dimension. C'est pour ça que je pouvais les voir, parce que moi, j'étais devenu fantôme pour eux. OK. Donc, ça serait un peu comme s'ils se nourrissaient de prana. Ouais. Ouais. Mais t'avais un oiseau qui chassait, lui. Même que... comment? T'avais un oiseau qui chassait. Mais il chassait pas, il volait. Il volait. J'ai eu l'information sur lui, son anatomie, puis comment il était fait pour être chasseur, mais je l'ai pas vu chasser. D'accord. Bon. C'est un peu comme s'il se nourrissait finalement de prana. Tout ce qui est au centre, ça... les animaux, ils se côtoient sans différence. OK. Ils sont pas racistes, comprends-tu? Moi, j'ai une petite question qui m'intrigue beaucoup. Est-ce que tu as eu l'information qu'il y avait d'autres êtres, mais tu n'as pas vu? Exemple, qui pourraient nous ressembler, là, quelque chose comme ça. À l'époque, j'étais allergique aux mots extraterrestres, même encore maintenant. OK. Parce que moi, j'ai pas la même configuration d'extraterrestre, et j'ai vu ce qui me correspondait. Okay. Si j'avais vu un extraterrestre, j'aurais été insulté. Là. Ah ouais, c'est vrai. Et ma configuration, mais le mot extraterrestre, pour les gens, il existe, mais moi, je le vois pas comme ça. Mais on s'en parlera après, de ces petits détails-là. Okay. Mais si tu as mieux, je vais te donner un petit cliché, là. Tout ce qui est du passé, bon, les gens, le passé est par là, il faut que j'inverse pour les gens. Ouais. Le passé est par là, c'est tout du négatif en général. Alors, c'est connoté de négatif, donc de dualité. Et tout ce qui est dans le futur, où on va, c'est positif, puisqu'on progresse. Et on est toujours parfait au présent, mais on avance vers le perfectionnement. Alors, demain, on saura qu'aujourd'hui, on était imparfait. C'est comme ça. Alors, dans le futur, il y a des êtres qui sont de lumière, ils ont une conscience beaucoup plus avancée parce que de jour en jour, ils progressent. C'est comme on dit, il y a une phrase, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, « Je t'aime plus qu'hier et moins que demain. » Il n'y a aucun verbe. Oui, mais ça dit tout ce que ça veut dire. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire que de jour en jour, je progresse à t'aimer de plus en plus. Mais c'est ça que ça veut dire. Ben, c'est la même chose. Il faut voir que comme l'amour que j'ai vu inconditionnel, dans le futur, c'est rien que ça. Est-ce que tu peux nous revenir sur le cocon? Qu'est-ce que c'est que c'était ce cocon? Ben, dans un terme plus... Parce que tu arrivais, tu descendais comme dans un tunnel, tu arrivais au bout de ça, tu avais comme de la lumière, mais tu arrivais dans un cocon. Ben, le cocon, c'est la mieux, c'est comme si je rentrais dans un véhicule guidé pour explorer. Est-ce qu'il bougeait? Non, ben, je suis rentré dedans. OK, mais lui, il bougeait pas, là. Oui, ben, quand moi je regardais, il bougeait, il m'amenait sur des endroits, comme je visitais, j'explorais, et tout ce que j'avais besoin, mes réponses qui étaient derrière, dans mon enfance, tout ça, mes questions plutôt, alors j'avais les réponses. Et j'avais pas de questions, parce que les questions que j'avais posées, c'était vieilles, ils étaient dans mon passé. Comprends-tu? Alors, ça arrivait, je l'ai compris, ça, après. Mais je trouvais ça fantastique, je regardais, j'avais l'information. Ben, certains, c'est des questions que je me posais. Tout jeune, j'aimais ça, la verdure, tout ça, je m'intéressais à ça. Et c'est des questions. Alors, les plantes me parlaient. Ils me disaient ce que j'avais besoin de comprendre. OK. Mais bien sûr, j'étais jamais... Même aussi, j'avais au moins 6 ans, peut-être 5. Ma mère, elle m'amenait tous les mois à Lille, parce que je restais dans le nord de la France. Et à un moment donné, sur le chemin où on allait, je dirais pas où, là, mais il y avait une librairie ésotérique, parce que je comprends qu'elle était ésotérique, je pouvais pas lire. OK. Mais, puis les livres que je voyais, à un moment donné, j'arrive avec un livre qui était juste à ma hauteur, j'étais petit, hein. Puis je voyais le livre grand comme ça, peut-être qu'il était comme ça, là. Ouais. Puis il est ouvert, puis je l'ouvre. Puis le monsieur qui était dans le magasin, il dit « Ah, c'est quoi qui t'intéresse? » Alors, il me pose des questions. Alors, je lui pose mes questions. Ah, ben ça, c'est ça. Il parlait des élémentaux. « Wow, les élémentaux. » Ah, il m'a dit, puis ça, c'est rentré dans ma caboche. Ça. Ouais. Puis là, à un moment donné,
comme quand on était enfant, ma mère nous obligeait à rester à l'intérieur de la maison pour pas salir la maison. Alors, caboche, il a été chercher le mot élémentaux. Élémental, élémentaux. J'ai été chercher ça dans les encyclopédies, dans le dictionnaire. Puis je notais tout ça. Hein. Mm-hmm. J'avais un petit carnet, puis après ça, j'ai un autre cahier que je mettais tous mes recherches. OK. C'est pour ça qu'ils vous ont donné, qu'ils t'ont donné, excuse-moi, des informations en rapport avec les élémentaux. Oui, à cause de ça, ma curiosité. Okay. Mais maladive. C'est comme s'il était au courant, en fait, cette énergie-là était comme au courant de tout. Ah ouais, elle était au courant. C'est mon âme, finalement. Ouais, le double, c'est notre âme. Mm-hmm. On peut dire tout ce qu'on veut, puis notre âme, on l'appelle l'inconscient maintenant. Est-ce que tu savais à ce moment-là que c'était ton âme qui te parlait? Non. Okay. Non, de toute façon, c'est après que j'ai su ça. Okay. Mais notre âme, c'est notre inconscient. Freud l'a changé, il a rebaptisé l'inconscient, parce que justement, on en est inconscient. Mm-hmm. Alors, c'est Freud qui a inventé le mot l'inconscient et le subconscient. Et le subconscient, c'est notre ange gardien. Okay. Mais subliminal, subjectif, subtil. Mm-hmm. Alors, le système nous imbibe de choses subconscientes, subliminales. Mm-hmm. Après ça, on doit travailler avec tout cet bagage subjectif qui fait qu'on est ce qu'on est. Mm-hmm. Mais quand j'étais de l'autre côté, j'étais beaucoup plus objectif que subjectif. Hein? Alors, j'étais en contact avec la conscience unificatrice, tandis qu'en surface, c'est la conscience séparatrice. Ça a-tu resté un petit peu en remontant, ce genre de... As-tu l'impression d'être plus comme avant quand tu as remonté? De toute façon, c'est ma déformation. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne me suivent pas, qui ne me comprennent pas toujours. Mais... même Denis, il était quand tu me posais des questions, ça t'agaçait. C'est surtout quand je disais, c'est relatif. Il était là. C'est toujours. Il pensait que c'était une façon de sortie, de secours pour moi. Okay. Mais c'est relatif parce que tout est relatif dans le monde. Mm-hmm. Tout. Relatif à chacun. Quand on parle avec notre vécu. Avec nos croyances, toute notre subjectivité. Et si quelqu'un est hyper rationnel, il va toujours amener à vouloir comprendre avec des mots rationnels, mais comme le philosophe, lui, a tendance à tout dépolariser, Rudolf Steiner, entre guillemets, alors, quand tu dépolarises, tu t'amènes ça sur une ligne neutre. Tu vas pas en haut, parce que tu vas trop en haut. Et c'était mieux, dans le catholicisme, il y a comment on appelle ça, là? La prudence, c'est une... pas une loi. Une vertu. Une vertu, c'est ça, la prudence. La prudence, c'est de ne pas aller trop haut, parce qu'après, tu vas redescendre très bas. Alors, c'est de toujours te tenir sur la ligne neutre et de comprendre ce que tu vis dans le moment. Dans le pic, tu peux aller là, mais toujours, pas le rationaliser, mais toujours philosophiquement l'amener sur une ligne neutre. En philosophie, c'est ça. C'est pour ça, quand tu vas trop loin puis que tu veux t'expliquer comme quelque chose... D'abord, quand on vit un orgasme, va-t'en expliquer ça scientifiquement. Va-t'en expliquer ça. Alors, moi, j'ai vécu un orgasme pendant 4 heures, mais qui est mental. Genre, c'est pas sexuel, j'aurais été mort. Mais, sur 4 heures, oui. Bon, moi, même 10 minutes, épuiser les batteries à terre. Il m'aurait fallu des batteries Tesla. Il nous reste à peine 4 minutes. Et puis, si on veut en savoir plus, il va falloir qu'on ajoute un complémentaire sur le site internet de www.conscienceplus.com. Mais avant de terminer, on va essayer de voir aussi un petit peu. Tu disais souvent l'information que tu avais en dessous, c'est une information différente de ce qu'on est habitué de voir ici en surface. Et tu voyais, par exemple, de l'eau, des plantes, la matière, des roches. Puis tu rentrais en communication avec eux. C'est ça que je comprends. Là, avec tout ce que c'est qui t'entourait, tu avais comme une communication avec eux. Mais c'était pas
l'extérieur. C'était toutes mes questions du passé, quand j'étais petit, là, que je me posais les questions, je les ai eues là. Okay. Comprends-tu? Alors, c'est pas un décor qui a été fait que tout le monde va voir ça. Les gens vont voir ce qui leur correspond. Parce que chaque individu, comme je te disais souvent, toi, avec la technologie, toi, c'est Uranus, parce qu'en astrologie, Uranus, c'est la technologie, hein. Tout ce qui est électrique, électronique, informatique. C'est certain, tu irais dans un monde informatisé. Mais est-ce que ça serait vraiment ça? Tu irais peut-être voir un monde qui est au niveau de tes cellules, au lieu de voir une technologie, tu verrais des techniques. C'est ça. C'est pas pareil. Et des techniques... Ou un autre genre de technologie. Ouais. C'est ça c'est un autre genre de technologie. C'est des technologies qui seraient imbibées dans chaque capacité qu'on a. Les capacités, les dons naturels. Mais tout ça, c'est des mots qui sont stupides, parce que quand tu es de l'autre côté, tu aperçois que personne a de dons. Tout le monde a les mêmes facultés. Puis c'est naturel, c'est pas extra ci et ça. Non, c'est normalement, quand tu es de l'autre côté, tu t'aperçois que tout ça, c'est naturel. Normal. Ouais. Si on a une minute, mais si tu pouvais nous parler un petit peu du soleil central, le soleil résiduel, d'après toi, à quoi se correspondrait ce soleil-là? Pourquoi tu dis un soleil résiduel? C'est comme un trou noir. Oui. Mais c'est pas comme le centre de la galaxie, parce que notre centre de la galaxie, c'est un énorme trou noir, là. Mais c'est résiduel, c'est dans la même famille, mais lui est fait pour se maintenir la planète sur l'écliptique solaire. Okay. Et pour le visualiser. Et puis l'écliptique solaire, lui, fait la même chose pour rester sur l'écliptique galactique. Okay. Mais ça, on verra ça plus loin, c'est de l'astronomie. Mais pour le visualiser, c'est comme une énergie noire, exemple? C'est pas comme un trou qui noir, bouge pas. J'essaie de le visualiser, là. Mais noir, mais pas négatif. C'est quelque chose qui est un mécanisme cosmique, ça, pour les planètes. Ça bouge ou... Quand tu prends dans l'ensemble, c'est que les planètes sont là comme des universités. La planète, on vit dans la matière, c'est une université où tu vis dans l'illusion de la matière, c'est ça, c'est dans l'illusion. Et les autres planètes, il y a aussi des êtres, mais c'est des entités. Mais il peut y avoir des entités astrales, éthériques, tout ça. Alors c'est un système solaire. Il n'est pas mauvais, il n'est pas bon, mais c'est toujours voir ça sur une ligne neutre. Quand tu as la ligne neutre, tu as l'heure juste, mais qui te correspond. Moi, je ne peux pas répondre à tes questions. C'est à toi d'aller avoir les réponses. Puis quand tu n'as plus de questions, c'est parfait. Parce que t'en mets, bien un jour, tu vas avoir réponse à toutes tes questions. Alors, c'est à peu près tout le temps qui nous est alloué pour en parler ici à la radio. Filmé. Vidéo, et ça va être filmé. J'espère que vous avez aimé notre émission. Nous, on a aimé animer cette émission pour vous, et comme vous le savez, c'est notre première émission de radio à Zone Insolite, et aussi notre première expérience, Pascal et moi, pour animer à la radio. Alors, revenez la semaine prochaine pour une autre émission de Zone Insolite, qui, cette fois, sera en lien avec des témoignages sur le phénomène OVNI, et l'émission débute juste après Zone Parallèle, soit 14h jusqu'à 16h. Alors, si vous avez un témoignage à nous faire concernant une expérience insolite, entrez en contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante, savoir@conscienceplus.com, et n'oubliez pas de venir nous voir aussi sur le site internet à www.conscienceplus.com. Vous aurez sur le site les compléments à notre émission, ainsi que la vidéo. On va nous voir dans tous nos défauts. Alors, venez nous voir et à la prochaine. Au revoir. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.